Ça y est, Oui. Alors, bonjour tout le monde, messieurs, dames. Le Café culturel Belle-Oran a le plaisir de recevoir aujourd'hui un romancier, un poète, un nouvelliste et aussi plein d'autres choses qu'on dira, on va le... C'est Jamil Haj Mohamed. Haj Mohamed, pardon, c'est Jamil Haj Mohamed autour de son livre L'aube du pardon, édition Al-Mutaqaf. Jamil Haj Mohamed, on a déjà eu le plaisir de le rencontrer. L'Oleb des lettres l'a invité avec Habib Ammar autour de leur livre Dialogue de sourds. Et c'était un moment magique, passionnant, parce que c'était un roman à 4 mains. Dialogue de sourds, mais c'était pas si sourd que ça, et ils n'étaient pas muets. On a passé quelques 2 heures ou 3 heures vraiment où il y avait un va-et-vient, un chassé-croisé de souvenirs d'enfance, passionnant. Aujourd'hui, avant d'entamer la lecture de ce roman, on va présenter l'homme, Jamil Haj Mohamed. Jamil Haj Mohamed, natif de Mostaganem. Il est invité en tant que romancier, mais il est poète. Il est aussi nouvelliste. Il est aussi journaliste. N'est-ce pas? Voilà. Il a une formation, il a eu une licence de psychologie clinique. Et puis après, il a fait aussi doctorant en psychologie des crises, n'est-ce pas? Vous rectifiez si... C'est-à-dire, on a aussi un psychologue parmi nous. Oui. Et il a un parcours exceptionnel. Il a fait aussi des formations, des certificats de formation dans le travail, la santé, les crises, n'est-ce pas? Je travaille en tant que DRH. Oui, et le parcours professionnel, il a été pendant des années entre DRH, entre directeur des ressources humaines, il a installé la laiterie à Béchar, c'est-à-dire un parcours professionnel industriel des plus riches. Voilà. Côté littérature, côté écriture, c'est un homme prolifique, c'est ça? Il a écrit. Je voudrais citer quelques livres, quelques ouvrages qu'il a écrits. En 2006, Enfants du monde ou la clé, nouvelle. Il a reçu le 2e prix. En 2009, Soliloque emmuré, recueil de poésie. C'est un recueil de poésie, je crois que c'est le premier écrit sorti quand qu'il a écrit en prison. Parce qu'il ne faut pas oublier Jamil Haj Mohamed, c'est parmi les cadres qui ont été incarcérés en 96, l'époque de Ouyahia, et il a écopé de 3 années fermes. 3004. 3004 emprisonnés. Chez 3004. 3004 emprisonnés, il me restait. Oui, mais ça C'était 5000. on a voté 3 ans. 3 ans. Et ouais, oui, il a été. Parmi les 3004. Ouais, d'accord. Il a été emprisonné pendant 3 ans. Et parmi les 3000 cadres, n'est-ce pas, et acquitté 10 ans après, n'est-ce pas, définitivement acquitté pour dire l'injustice qu'il a vécue. Oui. Et Soliloque emmuré, c'est, je crois, le premier édité par rapport à la prison. Celui-là aussi, on en parlera. Ça, c'est le premier roman. Ouais. Écrit en prison. Et l'autre, c'est le premier ouvrage édité en France.
Et 2015, mais alors j'ai trouvé deux titres. Mes éclats égériens et les années égériennes. C'est pas la même chose? J'ai Non, non, trouvé mes éclats. éclats. Les éclats égériens. Hein, où j'ai trouvé aussi les années égériennes. Non. C'est pas la même chose? Le titre exact, c'est Mes éclats égériens. Ah, Mais le travail qui a été fait sur une année égérienne. d'accord. Il y a aussi 2000, un arc-en-ciel sur la Méditerranée. Quel mot, une histoire d'amour, poésie. Mostaganem croqué par le mot. Mes amours détenus. Le dialogue des sourds en 2023. Et le cri étouffé, le cri étouffé, un recueil de poèmes. Et ce livre 2024, L'aube du pardon. Il a aussi en cours de publication pièces de théâtre. Il a des pièces de théâtre, 3 pièces de théâtre en cours de publication, et un roman aussi, Libre et rebelle, il est en préparation, et en cours d'écriture, titre provisoire, Tranche de vie. Voilà, c'est grosso modo. Je voulais juste dire que tout ce que je viens de dire, ce ne sont pas seulement des livres, ce que j'ai découvert chez Jamil Haj Mohammed. Il ne fait pas qu'écrire, c'est-à-dire s'asseoir et écrire. Chaque livre est un projet de vie. Par exemple, son livre Un arc-en-ciel sur la Méditerranée, et pour l'écrire, il a fait le tour de la Méditerranée. Et dans chaque ville, il a choisi un poète, n'est-ce pas? Voilà. Et il a fait un... Je voulais faire un truc tout à fait original, donc j'ai pris contact à partir de Facebook. J'ai pris contact avec des poètes ou des novices dans la poésie. Je leur ai demandé de faire un travail à 4 mains. Donc soit j'écris un texte et je leur envoie et eux ils rajoutent, soit c'est eux qui m'envoient un texte sur n'importe quel sujet. Je ne préjuge pas de la chose. Donc ils m'envoient des textes que je rectifie, que je corrige, et on se met d'accord sur le texte final. Et comme ça, j'ai coupé l'Algérie en 6, les 6 wilayats avant l'indépendance, et j'ai pu avoir des vrais poètes, sauf un jeune qui ne connaît pas grand-chose à la langue française, mais qui s'est intéressé à la poésie, et il m'a dit « j'ai envie d'écrire avec toi ». Je dis « écoute, tu m'envoies ce que tu as envie de dire ». Il m'a envoyé un paquet de mots. C'est à partir de ce paquet de mots, j'en ai fait un texte, et on l'a signé ensemble à 4 mains. Donc, mais avec les autres pays, le Maroc, j'ai eu trois poètes, des jeunes, un médecin, un étudiant en médecine, un gars qui a fait un master en commerce, et un troisième qui était poète. On a fait des textes comme ça à 4 mains. En France, j'ai rencontré quelqu'un, un Français, et le texte qu'on a fait à 4 mains, on l'a fait en direct. C'est-à-dire, lui, il fait le premier vers, moi je fais le deuxième, je fais le troisième, moi je fais le quatrième, je fais le cinquième, je fais le sixième. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, je crois qu'on s'arrête, c'est bon. Il m'a dit, oui, c'est bon. Et puis il m'a dit, j'ai jamais fait ça, mais je trouve ça fabuleux. Mais roman à 4 mains, c'est pas votre premier. Dialogue de sourds, 4 mains. L'Algiro-Roquin, c'est à 4 mains. Ouais. C'est-à-dire, vous aimez quand même. Ah, moi j'aime bien échanger avec l'autre. Je trouve que ça me valorise. Quand je fais appel à des poètes, même novices, ça valorise le travail. Quand on dit à 4 mains, parce que généralement, je me souviens d'un écrit avec Habib Ammar. Habib Ammar, c'est celui avec qui j'ai écrit Dialogue de sourds. Un texte, je lui envoie un texte. Bon, c'est lui qui m'a aidé à éditer en France aussi. Il vit en France. Il vit place à Savoie. Donc, je lui envoie un texte que j'avais écrit. Lui prend le texte tel qu'il est et il continue mes vers. Parce que moi, je suis quelqu'un qui casse les vers. J'écris un vers et je casse le vers et je le mets en seconde position. Et des fois, je mets carrément un verbe ou un seul mot dans tout un vers.
C'est ma façon d'écrire, c'est mon style. Mm. J'aime ça. J'aime pas les règles, le Oui. formalisme dans la poésie. La poésie, c'est ce qui vient, ça vient comme ça. Mm. Donc je lui envoie le texte, et il termine mes vers, mais il les termine d'une façon, je dirais, logique, dans le même ordre d'idée, Mm. au point où moi, je lui avais envoyé le texte en noir et blanc, et lui rajoute ce qu'il voulait rajouter en rouge. Et le jour où nous avons édité, j'ai édité ce texte-là. Mm. Au bout de quelques années, je me relis, je ne trouve plus mes vers. Je ne savais plus où était la partie terre ou la partie terre. Je savais que, je me souvenais que lui c'était en rouge, c'était la deuxième partie. Mais je me disais, mais ça c'est mon écriture, hein, ça ne peut pas être terre. Ouais. Jusqu'au jour où, 10 ans après, je retrouve le texte noir et rouge. Mm. Et là, je l'ai gardé parce que c'est Pour te retrouver. À 80, c'est... Est-ce que la technique te cache quelque chose? Pourquoi cette technique? La technique de 80? Oui. C'est comme le piano. Bah, oui, c'est un peu comme le piano. Pour question de musique, le piano, le piano, c'est un des instruments que j'aurais aimé apprendre. J'ai toujours aimé apprendre à jouer le piano. Mon père nous avait acheté un piano, mais comme j'avais pas de, il n'y avait pas de prof, hein? Il n'est pas trop tard. Oh non, c'est plus possible. C'est plus possible maintenant. Donc, ce qui fait que possible que j'aime beaucoup la musique, mais je ne sais pas jouer de la musique. C'est un peu ça aussi. Si on se cherche, à 80, il y a toujours, on a une espèce de miroir. Il y a une espèce de miroir. Effectivement, j'ai dit, je ne cache pas, ça valorise la personne quand on fait un truc à 80. Je vois ça avec Habib. Habib moi, je valorise Habib parce que Habib, c'est un écrivain, il a écrit ses bouquins de façon connue. J'ai quelques DVD de terror, Marioul ou la Algérie ou la Carpe Diem. C'est des textes magnifiques. Mais lui, quand il parle de moi, il me valorise. Il dit, Jamil, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. Alors, Jamil, le débat n'est pas encore ouvert. Hein? Juste pour lui répondre. C'est pas encore ouvert. Yallah. Non, juste une information. Il y a 15 siècles à peu près, en Chine, il était de tradition, et encore aujourd'hui, les gens se rencontrent comme ça. Et un dit un premier vers, le deuxième, le troisième. Et attention, ce sont des vers de 5 mots. 5 mots avec la tonalité chinoise, elle a 4 tons. A, 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 A. Mais donc, il n'y a pas de rime en chinois. Il y a ce jeu de tonalité. Et les gens faisaient ça, et encore ils le font aujourd'hui. Quand j'étais en Chine, il y a des gens qui se rencontrent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils commencent à faire ce. Donc, c'est pas 80, c'est au nombre de personnes. C'est juste une information. C'est sur cette même idée qu'on a eu ce que voulait faire Habib avec Dialogue. Il voulait revenir au cadavre exquis. D'accord, il commence. Il m'envoie un texte, il me dit bon, on écrit Dialogue dessus, on fait un roman. Sur quoi tu veux écrire? Moi, je le connais, il est feignant. Il aide beaucoup les gens à écrire, à se développer, à éditer, etc. Mais lui, sous ses écrits, il traîne un peu la patte, comme on dit, pour écrire. Et il m'invite un jour pour me dire un roman ensemble. Sur quoi tu veux écrire? Je n'ai pas de sujet. Tu écris ce que tu veux, j'écris ce que je veux, mais ensemble. Je t'envoie un texte, tu m'envoies un texte et on verra bien où ça arrivera. Tu commences toi le premier. Mais quand je reçois ton texte, je dis que c'est banal le texte. Effectivement, il m'envoie un texte, d'ailleurs, Blue Boy, The Blue Boy. Il m'envoie un texte, moi je le lis, je dis bon, le truc, c'est un duel maintenant. J'écris mon texte, je lui envoie. Il est étonné, il ne me le dit pas, il est étonné par mon texte parce que je lui réponds un peu à le premier texte. Il m'envoie un second texte, je lui envoie, et ainsi de suite. Et après, lui écrivait sur un truc, moi j'écrivais sur autre chose.
Et quand un texte m'interpellait, je répondais quelques pages par la suite. Donc, par exemple, il nous racontait comment il avait dragué sa voisine, tout ça. Donc, il y a la voisine, c'est du pipeau, il n'y a rien du tout. Oui, il se jetait des... On jetait des trucs comme ça, et on a continué le texte jusqu'à la fin. Façonnant comme lui, ouais. Et c'est sorti du style de Kadhafi. Voilà. Alors, cher monsieur Jamil Haj, vous l'avez constaté, il a beaucoup à dire. Vraiment, c'est une vraie aventure. On revient à notre lobe du pardon. Avant de l'entamer, j'aimerais bien vous lire une lecture. L'aube du pardon de Jamil Haj Mohammed est un roman de 228 pages qui peut être lu d'une seule traite tellement l'histoire, la narration, le dialogue entre personnages glissent clairement, chronologiquement. Avec quelques retours en arrière, souvenirs d'enfance qui brûlent, qui tracent la trajectoire de toute une vie. Roman cathartique, car entre guillemets, une phrase tirée du texte, il se rebellerait par les mots verbalement sans doute. Il continuera à tuer par les mots. Il possède deux armes, la parole et le stylo, dira l'un des personnages par 190. L'auteur incarcéré et condamné injustement en 1996 à 3 ans de prison, acquitté définitivement en 2020, écrit derrière les barreaux pour libérer la parole des détenus, leurs histoires vraies. Hogra, injustice, défaillance du système judiciaire, brûlure indélébile de l'enfance. Et se libérer et se libérer, en jugeant et dénonçant tous les dépassements de certains magistrats véreux. L'accusé accusateur, le prisonnier interpellant le geôlier, rappelle la méthode inversée de Jabès. Le récit de deux personnages, Saïd et Norin, qui n'ont rien de heureux ou lumineux. Saïd, heureux, lumineux, Norin. Comme le nom l'indique, concentre la tragédie de toute une jeunesse, emprisonnée injustement à la fleur de l'âge, au printemps des amours, l'un sans filiation paternelle, l'autre éclaboussé et témoin à 9 ans d'une mère qui a commis l'adultère. N'est-ce pas une allégorie, et c'est moi qui vois, n'est-ce pas une allégorie de l'Algérien qui se hait, vomi sur sa terre-mère, violenté et à la recherche de son identité et sa paternité. L'auteur raconte, dénonce, analyse, tel le psychologue qu'il est, les rouages de la machine humaine, haine, désamour, désir de vengeance, désir d'aimer, frustration. L'aube du pardon vient toujours après une longue nuit ténébreuse. Nous l'espérons. Voilà. C'est ma lecture, j'espère que je n'ai pas dévié. Et c'est ma lecture, mais en lisant ce texte, vous allez découvrir beaucoup d'angles que je n'ai pas abordés parce qu'il casse beaucoup de tabous, l'adultère, rishwa, le chogra, l'injustice, et ainsi de suite. Et l'amour de la jeunesse qui est dévié. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont soulevées dans ce roman. Ma première question, cher ami, tous les romans que j'ai cités sont écrits après que vous soyez incarcéré. Est-ce que vous considérez que votre emprisonnement, entre guillemets, a permis à votre écriture d'éclore Voilà ce que je voulais savoir. Je suis obligé de vous raconter une petite histoire. En tant que directeur d'usine ou en tant que DRH, j'ai beaucoup écrit de façon administrative. Donc, je participais au rapport d'étape, le rapport de bilan mensuel, etc.
Quand j'ai été incarcéré, j'écrivais, je continuais d'écrire pour les prisonniers. J'écrivais des lettres pour les cours de cassation, pour la cour de cassation, pour le procureur, pour le juge d'instruction, et après pour les familles, pour la fiancée, pour la copine, etc. etc. J'écrivais toujours en français. Hein. Et les détenus s'en foutaient royalement. Ils savaient que l'écriture en français, تفهم معليش تكتبها لي بالفرنسية تفهم الكتبة ولا les étudiantes ولا etc. etc. Pour la cour de cassation, je leur disais attention, la justice est en arabe. Hein, et moi j'écris en français. Cour de cassation, quand les anciens, les anciens faux, les anciens gars, ils apprennent le français. Les français. Ils savaient, il y avait. Donc j'écrivais pendant une année comme ça. Puis un jour, je tombe, dans la salle, il y avait un prévôt qui avait ce que j'appelais une petite bibliothèque dans un carton. C'était un chef de service commercial qui aimait lire, qui avait des bouquins. Moi aussi, je recevais par ma femme pas mal d'ouvrages. On s'échangeait. Puis un jour, je suis resté dans la salle, je vais dans sa petite bibliothèque, c'est un carton, je tombe sur un bouquin d'une femme, une Algérienne. Peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Albertine Sarrazin. Cette femme est une Algérienne qui a été élevée par des parents pieds noirs. Enfin, des Français plutôt. Des Français qui sont partis à Marseille avant la Révolution. Et là-bas, elle obtient son bac, mais elle n'a jamais voulu faire des études supérieures. Et elle a fréquenté, elle est devenue prostituée, voleuse, chapardeuse. Enfin, elle a fait tous les trucs. Elle est rentrée en prison plusieurs fois. Et un jour, elle tombe sur la psychiatre de la prison qui la prend en main et qui lui dit « Arrête de faire tes conneries. J'ai vu que tu aidais les détenus pour écrire des lettres pour leur famille, pour les cours de la Cour suprême, etc. Écris ton histoire. Écris un bouquin, même de fiction, mais écris. Pourquoi tu restes comme ça ?» Elle s'est mise à écrire. Elle a écrit le fameux bouquin qui a eu beaucoup de succès, L'Astragale. Et en écrivant L'Astragale, elle l'envoie à Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est pas un truc. Et finalement, elle l'a édité. Et en l'éditant, elle a eu du succès. Elle est passée à la télévision, la radio, machin et tout ça. Son mari, qui est un ancien prisonnier, ils se sont mariés en prison. Bon, elle est morte bêtement, puisqu'elle, sur la table d'opération, le chirurgien a oublié du coton et qui a pourri. Et effectivement, elle est morte quelques jours après. Son mari a utilisé, parce qu'il a attaqué en justice le chirurgien, et il a obtenu gain de cause, donc ils l'ont payé. Et avec cet argent, il a créé une boîte d'édition et il édite pour toutes les personnes en France qui sortent de prison et qui éditent leur premier bouquin. Voilà l'histoire. Donc je boucle ce livre. Ce livre s'appelle « Lettres à mon éditeur ». C'était des lettres qu'elle envoyait à son éditeur et elle lui racontait un peu sa vie, soit qu'elle était en prison, donc elle a repris un certain nombre de lettres qu'elle écrivait en prison, soit après la prison, puisqu'elle s'est acheté une grande ferme. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, une femme qui a un niveau bac, tu es des doctorants, machin et tout ça. Écoute, mets-toi à écrire. Je me suis mis à écrire un roman que je n'ai jamais repris, il est toujours en manuscrit, à peu près de 300 pages. Et je racontais la vie en prison, les gens qui rentraient, leurs histoires et tout ça. Et puis les gardiens me disaient, Jamil Chakdir, j'apprends à écrire. Première fois. J'apprends à écrire. J'ai terminé ce travail, enfin, ce texte, je l'ai terminé en 2 mois et demi, 3 mois. J'écrivais tous les matins. Et puis, bon, vous me signez le papier, donc vous me signez le document. Je l'ai encore signé avec les détenus qui ont signé ce texte. Et puis je suis resté comme ça pendant 15-20 jours. 15-20 jours, ça y est, le moment d'écriture, moi j'écrivais tous les matins.
tous les matins, avant que les filles se réveillent, parce que nous étions dans une salle, la salle était pleine, donc sur une salle, une chambre à peu près comme ça, on était 80 personnes. Hein, pour pas se leurrer par terre, il n'y avait pas de lit, c'est des paillasses. Et puis, bon, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Cette fois-ci, peut-être que je devrais partir d'une histoire vraie, une fiction, non, je te cache. Et je me suis souvenu qu'un détenu me raconte l'histoire de l'adultère de sa maman. Ah, je dis ça c'est intéressant. C'est une histoire vraie. Le gars me l'a raconté, il était 1h du matin, minuit, 1h du matin, un jeune qui voulait se libérer, probablement. Donc moi j'ai fait l'oreille, j'ai fait le psy, quoi. J'ai fait le psy, j'ai écouté cette histoire. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on puisse nous raconter une histoire d'adultère de sa maman en prison. Parce que la prison c'est des machos, c'est rejla, on raconte pas ce genre d'histoire. C'est l'écoute. Mais je crois qu'il avait trouvé chez moi une oreille attentive, une confiance aussi, beaucoup. Voilà. Je me suis dit, bon, mais moi j'ai utilisé ça, c'est-à-dire avec le temps, j'étais fou. J'ai écrit, je lui ai dit, écoute, je vais reprendre ton histoire. Je dis bien, écoute, je vais écrire un roman. Il y a le roman. Il est condamné à 12 ans de prison pour détention de kiff. D'ailleurs, je me suis dit à un moment donné, quand ils se sont attaqués à Kamel Daoud, je lui ai dit, moi aussi c'est une histoire vraie. Mais il n'a pas intérêt à me dire parce que personne ne sait qui c'est. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kamel Daoud? Personne ne savait que c'était cette femme. Fermons. C'est bon. Non, déborde pas. Ils s'en foutent royalement. Laissez-le. Ils s'en foutent royalement. Je n'ai jamais vu autant de drogue de ma vie qu'en prison. On va tout vous dire. Ça, c'est bon. Hein? Donc, j'ai commencé avec cette histoire. Et mieux encore, c'est que j'écrivais Ramadan, donc Ramadan Sabah Hanout, j'écris ce que j'ai écrit, et le soir, après le truc, à un moment donné, ceux qui ont lu le bouquin, à un moment donné, je leur dis, il y a un des deux personnages qui va mourir. Oh là, je te cote l'eau. Il est intéressant, il est sympathique. Je suis obligé de le tuer parce que c'est le fait de l'avoir tué que ça va aider l'histoire de l'autre personnage. De Barasak, mais tu coûtes louche. Bon, vous verrez la suite, comment on a pu. Oui, une autre question, mais je vais ouvrir le débat tantôt parce que je sais que le public a des questions. Une petite question. Pour vous, l'écriture, est-ce qu'elle vous a permis de dépasser la douleur, l'injustice que vous avez vécue? Parce que quand même... J'avais dit à un moment donné, je le dis, j'ai dit que l'écriture est beaucoup plus dure que la prison. Parce que j'écrivais tous les matins. Bon, ça ne veut pas dire que tous les matins on a l'inspiration aussi. Mais des fois, il m'arrivait d'écrire une dizaine de pages. Une dizaine de pages, ça représente à peu près 20 pages d'un bouquin. Hein. À l'aise, j'écrivais sur des cahiers que j'envoyais par mon avocat. Il y a des moments, quand j'écrivais beaucoup, je me dis, tiens, demain, je m'offre une journée de congé. Donc, vous vous rendez compte. L'angoisse de la page blanche, enfin, les psys la connaissent. Ça n'est pas. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène, c'est que en prison, on écrit manuscrit avec un stylo. Donc, j'avais des cahiers, ou là, des trucs, cahiers avec ressort. Donc, j'avais pas intérêt à faire trop de ratures aussi. Ce qui fait que l'écriture allait, c'est-à-dire tambour battant. Hein. Il n'y avait pas de floriture, c'est rare. D'ailleurs, j'ai vu très peu de ratures dans le texte original. Ça travaille dans la tête. Mais le plus important, je pense que c'est ça un peu votre question, c'est il y avait une forme de résilience aussi. Je voulais avec l'écriture, on sort des choses du
tréfonds de soi, quoi. Même si c'est une histoire vraie, probablement c'est une histoire vraie, je démarre avec une histoire vraie, mais après l'histoire, pour construire toute l'histoire, je suis obligé de faire appel à des souvenirs d'enfance, de faire appel à ce qu'on m'a raconté, à des vécus, à des senteurs, je me souviens de la pièce triangulaire. La pièce triangulaire, moi j'ai vécu dans une pièce triangulaire pendant un certain temps, peut-être 4-5 mois. Je trouvais bizarre cette pièce triangulaire, mais en tant que psy, elle m'a vraiment interpellé, que j'ai mis dans le bouquin. Je dis, le gars était dans cette pièce triangulaire où il avait une petite radio, et pour lui, il découvrait le monde à partir de cette radio. Mon premier cadeau que m'a laissé mon père, que m'avait fait mon père, c'était une radio. J'ai eu la radio, bon, en 6e, c'était la montre, on offrait une montre quand on avait la 6e, et au BEM, enfin, c'était le BEG, il m'a offert la radio. Il m'a dit, tu vas chez un tel, tu choisis la radio que tu veux. J'avais pris rouge, la radio, il fallait qu'elle soit rouge, ma radio. Océanique, je me suis rappelé même de la marque de l'époque, c'était les années 66, 67, hein. Et on était branchés sur Europe 1, on était branchés sur RTL. J'avais 15 ans, hein, 14 ans, 15 ans. Pour moi, c'était le monde qui s'ouvrait tous les soirs. Personne n'avait droit à ma radio. Personne ne touchait à ma radio. C'était mon bien. C'était mon bien. On m'offrait de l'argent pour acheter les piles. Donc, j'ai un peu transposé ça dans un des personnages. Bon, je ne vais pas tout raconter. Il a fait littérature. Bon, je n'ai pas fait littérature. Moi, j'ai toujours considéré la psychologie comme étant une science. Il ne faut pas tout raconter. Il ne faut pas tout raconter. À un moment donné, on a toujours pensé que ceux qui font psycho, c'est le département des langues, donc c'est de la littérature. Or, c'est faux. Il y a quand même une base scientifique. C'est l'aube du pardon, l'aube et pardon. Et à la lecture du roman, pour pardonner, quand on passe par la douleur, par l'injustice, c'est pas facile de pardonner. Pour pardonner, il faut comprendre. Pour comprendre, se comprendre et comprendre. Et à un certain moment, vous le faites très bien en tant que psychologue. Surtout vers la fin, quand vous tendez la main à Saïd, n'est-ce pas? Pour qu'il comprenne la haine qu'il habite. Et vous lui avez tendu la main en tant que psychologue pour qu'il dénoue les chevaux qui étaient en lui. Et j'ai beaucoup aimé ce passage et j'ai découvert l'auteur psychologue que vous êtes. Le pardon, au départ, d'ailleurs, dans le texte, il y a le mot « la nuit du pardon ». Dans le texte, c'est vrai. Je parle de la nuit du pardon. J'ai toujours aimé le titrer « La nuit du pardon ». Mais j'avais trouvé que ce titre avait été déjà pris. Et en changeant, pour rester dans la même idée, je me suis dit, l'aube, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Ça vient après la nuit. Voilà. On sort de la nuit. C'est optimiste. C'est optimiste. Et c'est un hasard s'il y a cette photo. C'est vraiment un hasard. Parce que pourquoi j'avais envoyé une photo. Je lui avais envoyé une photo. Un homme, c'était bleu ciel avec vraiment l'homme. Et en le reprenant, j'ai trouvé il y a du noir, et du coup je me suis dit super. C'était ça que je voulais. Je n'avais pas trouvé un truc comme ça. Donc, écoutez, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je sois haineux envers ceux qui m'ont fait rentrer en prison? C'était un concours de circonstances qui a fait que quelqu'un a envoyé une lettre anonyme au procureur, au commissaire, qui l'envoie, l'officier apprenant voulait se faire valoir, tiens, j'ai une lettre anonyme, j'ai envie d'ouvrir une enquête sur Haj Mohamed, je l'envoie au commissaire. Le commissaire principal l'envoie à la direction générale de la sûreté à Alger. Le directeur général de la sûreté ouvre une enquête, l'enquête est ouverte
Mais je leur dis, mais il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Non, 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 on chauffe مع البروكيور. Enfin, c'est une cabale. Je me suis dit, je suis dans un tourbillon. Je me suis retrouvé en temps. Jamais j'aurais pensé. Mais j'ai peut-être une lettre anonyme. C'était une lettre anonyme. Quand je suis sorti, bon, je savais qui avait fait Pourquoi écrire la lettre. la lettre anonyme? Elle m'a accusé d'avoir gaspillé les deniers publics. C'est-à-dire que j'avais des produits alimentaires qui sont arrivés à date de péremption. Je ne pouvais pas les consommer puisque j'étais dans une laiterie, yaourterie. Je ne pouvais pas les consommer. Donc j'ai créé une commission de réforme. J'ai informé la direction générale des produits qui sont arrivés à date de péremption. J'ai fait les analyses de l'Institut Pasteur. J'ai créé une commission, nous avons déclassé les produits, on ne les a pas jetés, malgré que, bien que le DG nous demandait que tu les prends, tu les mets dans un camion et tu les jettes plus loin. Pas question, ça va se savoir, c'est pire ce que je fais. Non, une commission, puis je vais essayer ce qu'on appelle le changement de destination d'un produit alimentaire qui peut passer à un produit pour les animaux. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai demandé à l'Institut technologie agricole à l'ITA de Montsayanan, à qui on pouvait destiner le produit qui sont arrivés à date de péremption. On m'a dit que c'est bon pour les veaux, ça diminue la diarrhée chez les veaux, chez les veaux qui naissent. Je dis tant mieux. Je dis bon, comme c'est des produits périmés, je ne peux pas les vendre, je vais les vendre au dinar symbolique. Je les ai vendus au dinar symbolique, mais j'avais en retour. Pour moi, c'était une politique, la politique du pays. En retour, j'avais du lait frais qui rentrait dans l'intégration du lait recombiné, la poudre de lait qu'on achetait à l'étranger. Pour moi, c'était un travail tout à fait honorable. Tout le monde était au courant, le conseil d'administration était au courant, tout le monde est... Puis bon, non, tu as jeté de l'argent par les fenêtres, tu as commandé du cacao. Le cacao est un produit qui ne se périme pas. Le cacao, en France ou à l'étranger, le cacao, plus il vieillit, plus il prend de la teneur gustative, et plus on fait du bon chocolat. Mais là, 2 ans, c'est 2 ans. 2 ans, c'est le fournisseur qui te donne 2 ans de garantie. Le fournisseur va pas rester 10 ans pour te garantir un produit. T'as que 2 ans. 2 ans fait. Tu peux l'utiliser. J'avais le document à l'Institut Pasteur, comme quoi le cacao était bon à la consommation. La justice n'a rien voulu savoir. Non, périmé, vous l'avez jeté, alors que je ne l'ai pas jeté, je l'ai donné aux vaches. Les vaches mangent du cacao le plus normalement du monde. On n'avait pas de lait au chocolat. Et comme ça, on s'est retrouvé en face d'un juge. Allez à l'Algérie, c'est ça. Ouais. Messieurs, dames. Alors, je termine. Comment pardonner? Bien sûr, je pardonne. Je préfère vivre correctement. Sinon, je vais rester avec la haine du pouvoir, la haine de trucs. Alors, ma haine à moi, je la traduis en mots. Parce que là, quand le juge d'instruction qui avait étudié mon dossier, là, je le taille en pièces, je le massacre. À travers Maureen. Ouais. Il fait le procès. À l'aise. Le juge qui n'avait rien compris. Il y a un juge qui m'avait jugé en troisième appel, troisième cassation, parce que c'est pas un appel. Troisième cassation, elle me donne 1 année de prison. Moi, j'ai passé 3 ans. تقول لي عندك عام شفت فيها قلت لي واش راك تشوف فيا قالت لي عامك درتها. Le problème, c'est pas un درتها. Le problème, c'est est-ce que je suis coupable ou pas. جي عنا قلت لي عندك درتها. ما نهضرش معاك. Je casse en jugement et je repasse encore. Et chaque fois qu'on repasse en jugement, on rentre en prison. Ça, c'est Ah oui, ça ne faut pas l'oublier, ça. C'est kafkaïen, ouais. Ah, c'est faut pas l'oublier, parce que quand vous faites cassation, et il y a un avocat qui est juste à côté de moi, en face de moi, d'accord, quand vous faites une cassation ou quand vous êtes en prison et que vous êtes jugé aux assises, on rentre en prison.
Alors, si vous avez du piston, vous rentrez le matin, vous allez au tribunal. Mais si vous n'avez pas de piston, vous passez la nuit. Vous passez la nuit. Et si l'audience court jusqu'à 19h et qu'il dépasse 19h, vous passez la nuit. Vous sortez le lendemain. Si vous devez sortir. Qui mal, ça me fait rappeler un truc, t'as un pif. Et là, t'as le journal pif. Commissariat, une porte avec double bâton, entrée sûre, sortie incertaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, madame. Alors, moi j'aimerais savoir, après avoir fait votre processus de pardon, est-ce que votre perception de ce que vous avez traversé reste la même ou est-ce que vous avez changé votre perception de ce que vous avez vécu, hein, de ce... Là, le pardon, quand j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, c'était pour que moi je vive bien, Oui. que je vive en paix. Je voyais où Yahya passait, et ben, n'importe pas. D'ailleurs, le jour où Yahya a été incarcéré, ça n'arrêtait pas, mon iPhone n'arrêtait pas. Je les comprends, mais moi, Est-ce que c'est c'est vrai, il y a un bon Dieu. Maintenant, lui est en train de vivre. Il paraît que la première nuit qu'il a passée, il n'a pas dormi. Il a fallu ramener le médecin pour lui donner des médicaments. C'est pas facile. Oui. Là, une petite remarque, j'avais pensé à la c'était Madame Hamid. Oui, Madame Henry. Pas de nom, s'il vous plaît. Pas de nom. Ah, c'est vrai. Donc, là, pas de nom. Pas de nom. Concernant la procédure pénale, il y a ce qu'on appelle le contrainte par corps. Historiquement, les Romains. C'était une procédure qui connaît une affaire criminelle. Les amis passent les 48 heures si bête, mais je ne vais pas présenter. Donc, elle a été réformée, la loi. Chez nous Chez nous, elle a été réformée. Elle a été réformée récemment. Ouais. ما كاش هذيك لا كونترانت باركور ما تفوتش الحبس تفوت ديريكت Ça. هذه سيستم دو بروسيدور هذه سي لا لوا زعما لازم تفوت هذا الحبس C'est bien ça. تدخل محبوس ما تدخلش نون D'accord. تاع دروك il passe directement. Ouais, enfin. Oui, une autre question. Le Oui. débat il est ouvert, ça Oui, ça y est, on ouvre le débat parce que les gens. Oui. Je voulais poser en fait une question concernant la douleur. Parce que ça m'a interpellé la philosophie nietzschéenne en fait. Est-ce que ce degré de souffrance qui a poussé le personnage à pardonner, ça veut dire tuer la première version et avoir le Übermensch, ou il y avait quelque chose d'autre? Parce que d'après la présentation de Selima, je crois qu'il y a une souffrance qui prend de l'ampleur et à la fin, on a le pardon. C'est le pardon qui vient. C'est-à-dire on est purement dans la philosophie nietzschéenne. C'est subir et subir. Je voulais écrire cette histoire, dans mon esprit, c'était montrer au lecteur qu'on n'est pas terroriste. On le devient. Pour devenir terroriste, il y a des éléments de la vie qui vont concourir à ce qu'un individu passe à l'acte, au raptus, comme on dit. D'accord? Pour ça, il fallait remonter dans l'enfance. Il fallait chercher des cas de figure vraisemblablement vrais. D'accord? Je ne sais pas si je fais une tautologie là. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire tienne debout de manière. Ouais, quelque chose de crédible pour que la personne, quand elle va tuer, d'ailleurs, elle ne tue que des policiers, en fait. Hein? Donc, elle ne tue que des policiers. Mais pourquoi elle tue des policiers? Il y a une histoire derrière. D'accord? Et ce qui amène le gars à pardonner, il va entamer le grand djihad. Parce qu'avant, il faisait le djihad. Mais il va entamer le grand djihad. Le grand djihad ne peut se faire que sur soi. Et pour entamer un grand djihad, il faut qu'il y ait la rencontre de quelque chose qui crée le déclic. Et ce qui décrit le déclic, c'est l'amour. C'est l'amour. Il rencontre une fille. Il rencontre une fille
Pas tout. Regarde quand ils vont acheter le roman. Non, boule. Il aurait pu rejeter la fille. Ouais. Il y avait une prédisposition, je dirais, parce qu'il y avait une profondeur de souffrance, c'est pour ça qu'il a accepté la fille. Oui, cher ami, Et la fille, pourquoi elle l'a accepté aussi? Mais je ne pas sur le plan psychologique. psychologique. Quand j'ai lu le roman, Oui. ce que j'ai découvert à la lecture de Saïd, Nourine, ce sont des jeunes à la fleur de l'âge. C'est-à-dire, c'est pas la religion qui les mue, c'est ça. À Ouais. aucun moment. C'est-à-dire, c'était des projets de printaniers. De jeunes. Et je me suis dit, mais il nous dit, quelque part, que n'importe qui Vas-y. aller à l'extrême. Ah ouais. C'est-à-dire, هما كانوا مساكين شاكمبارين عيشة حشيشة طالبة معيشة. Ils voulaient aimer, ils voulaient vivre, mais le fait que leur enfance, et ils sont passés par des moments d'injustice, et à un certain moment, ils passaient à l'acte, ils tuaient, et après, tout naturellement, il va l'écrire. Et c'est ça qui m'a interpellée, cher ami. C'est-à-dire, ils vont, il manigance un assassinat, et puis après il rentre chez lui, et il prend ce stylo, il commence à écrire les détails, tout naturellement. Et ça m'a interpellée. Ah ben oui. Donc, quand vous avez dit Saïd et Nourine, ce ne sont ni des heureux ni des lumineux, moi je vais vous dire, Saïd est lumineux. Saïd. Bien qu'il n'a aucune culture presque. Qui l'a cultivé? C'est Nourine qui l'a cultivé. Hein? Nourine, il est lumineux. Oui, mais c'est une lumière noire parce qu'à un certain moment, ils passent à l'acte. Ils tuent. Et ils écrivent sur leur... Non, c'est pas ça. non. Je parle de... Comment elle le ressent, lui. Quel doute. Ouais, il reste un Si, doute. Quel doute. si, un doute. Non, je parle de l'acte. Hein? Sans spoiler, mais Non, mais il reste je parle... Mais il écrit sur les crimes qu'il a commis. Non. Moi, ce que j'ai Peut-être- compris, moi, bon, non. Voilà. Tiens, s'il te plaît. Là, Voilà. non. un Non. D'accord. Moi aussi, j'ai lu D'accord. le livre. D'accord, oui. Bon, quand j'ai commencé le livre, les premières pages, j'ai trouvé ça plat. Une écriture plate et tout ça. C'est pas des écritures qui te captent dès le départ, qui te retiennent. C'est pas Jean Genet, c'est pas. Heureusement. Dès les premières pages, tu rentres dans l'univers de plein pied. Et là, j'en ai parlé à Salim. Moi, je trouve que son Ça démarre écriture, très- c'est Lentement. pas les très lentement. C'est pas. Franchement, quand on a beaucoup lu et tout ça, soit on est happé dès le départ, sinon. Mais dis non, attends. Donc là, attends, Donc, avance. J'ai continué. Et à partir du moment, parce qu'au départ, c'est l'anniversaire de Nourine, c'est les cadeaux qu'il reçoit, c'est bon, ça me paraît un peu léger. Et à partir du moment où ils sont incarcérés, Nourine est incarcéré et il rencontre, et c'est là, ça devient palpitant. Et j'ai lu les 150 pages plus rapidement que les 50 premières. J'ai mis beaucoup de temps à lire les premières, mais après, les 150 pages, j'ai pas posé le livre. Et j'ai bien aimé, d'après ma lecture, le livre qui est à l'intérieur du livre qui s'écrit. Ouais. J'ai pensé peut-être que c'était une façon de... parce que ça part de faits réels, le roman. La trame, c'est des faits réels. Nourine, réellement, il a vécu ce traumatisme. Ça va. Et Saïd aussi, il n'a pas connu son papa et tout ça, il était en prison de son papa. Et le livre, c'est-à-dire on passe d'une histoire vraie, et le livre nous ramène à la fiction.
Le livre à l'intérieur du livre. Oui. C'est-à-dire, on passe, et ça sauve. C'est-à-dire, la mise en abîme. oui, c'est-à-dire qu'on lit une histoire vraie, mais après, on est dans un monde, le livre nous ramène à la fiction. Et quelque part, ça nous rassure parce que tous ces crimes, tous ces... Ah, oui, bien sûr. Bon, quand ils ont existé aussi, hein. Oui, ça a existé, c'est vrai, mais là, on est dans un roman, on est face, on est seul, c'est-à-dire on n'est pas dans une nébuleuse sociale et tout ça. On est dans un roman, c'est-à-dire le livre nous parle, c'est-à-dire on est interpellé, on est seul avec le livre, avec cette histoire. Ouais. C'est pas la société, c'est pas. Et moi, ça m'a franchement, et quand je vois que l'histoire qui a été continuée à écrire, Noreen, qui est là, et quelque part, ça m'a fait du bien parce que et tout ce monde interlope, tout ce monde sanguinaire, tout ce monde de haine et tout ça, quelque part, ça m'a délivré, ça m'a permis de respirer parce que j'étais dans un monde où tout était vraiment dur, scabreux, noir et tout ça. Et cette... Qu'est-ce qui a changé? Ouais, parce qu'il y avait le livre à l'intérieur. Et le livre, c'est-à-dire, on a l'impression, parce qu'il y a un dédoublement. Bah, ça vous rassure. Bien sûr, c'est ça. Le livre... C'était pas mon but de vous rassurer. Ben moi, c'est... Parce qu'on y est encore. Chacun son histoire. Non, parce qu'on est délivré quand on sache. Quand on sait Bien sûr. que Saïd, il était pris dans une aventure où il devait pénétrer des choses et tout ça, ça nous rassure un peu sur la route. C'est-à-dire tout n'est pas noir, tout n'est pas... Parce qu'on est ballotté, c'est-à-dire qu'au départ, on est ballotté entre la fiction et la réalité. Ouais. Et parfois, cette fiction, elle nous a quelque part soulagé d'une réalité que nous avons. Souad aussi, tu as quelque chose à dire à propos du livre? Oui, moi je l'ai lu, Tani, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu d'autres livres, la dessinée noire. Oui. Bon, au début, comme beaucoup. Au début, avec le social, le pathos, j'ai pas aimé parce que généralement, on reste dans ça. Les livres de la dessinée noire. Une femme a été enlevée, elle devient prostituée, elle tue on garde le social ou le pathos. Ce qui était bien avec le film, c'est un film. Oui. Ouais, il peut être. Oui. Il peut être. Ouais. Plus on pénètre, plus ça devient palpitant. J'ai eu la même sensation que lui. Plus ça devient le suspense. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette façon. الحاجة الثانية اللي بزاف عجبتني il n'est pas binaire. Il n'est pas binaire. Binaire. Noir, blanc. C'est pas blanc, c'est Il n'est pas manichéen. C'est pas manichéen. On sait même pas. يعني احنا اللي توالفنا. Le bon et le mauvais. Les sanguinaires du côté, les bons, les mauvais. Alors que le film, le livre, même les protagonistes nous balancent de l'un à l'autre. Ouais. On s'est trouvé à aimer le terrorisme. Ouais. À aimer le terrorisme et à aimer le militaire. Et à les détester les deux. Ouais, voilà. C'est ça. Oui, ça, c'est ça la vie, hein. La vie, elle est comme C'est ça vrai. aussi, hein. C'est dans vrai. les deux côtés. Ouais. Et dans les deux côtés, il y a des gens qui sont lumineux, il y a des gens qui sont immondes. Voilà. Dans les deux côtés. On peut être les deux à la fois. Et on peut évoluer. On peut évoluer. On peut régresser. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça que j'ai aimé. À aucun moment, je me dis ça y est. C'est-à-dire qu'il n'est pas moraliste. Ah non. Et en plus, il n'élude rien, les tabous, il les casse. Mais en même temps, c'est la vie. C'est la vie. يعني c'est pas ما نحسوش هذاك واحد اللي باغي يجي ويكسر لي طابو malgré qu'il fait ça mais on sent pas avec le واحد يرافض هذا وباغي يكسر مرضو باغي يكسر j'ai bon donc ma question c'est d'après le livre هذا le salut il est par soi-même par l'amour
par la rencontre de quelqu'un Mhm. prend la main. Bon, peut-être que Anna, je suis formatée ou là, mais moi, je crois au collectif. Et donc, là, je ne me retrouve pas dans la fin heureuse. Parce que moi, je crois au collectif. Le salut, c'est par La société. le collectif, par la révolution. Bon, pas chez la révolution rouge chaque fois, mais par... الناس تتلاقى تخدم مع بعض وهذا ماشي غير واحد يكفي الجهاد على نفسه. Et puis 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est bien. Mhm. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Ah, très bien, très bien. Je suis pas sociologue. Ça, c'est pour me débiner de la chose. Je reste dans le psy. Moi. J'aime bien étudier. Quelqu'un m'avait dit dans une rencontre littéraire à Mostaganem, un arabophone m'avait dit j'aime beaucoup les écrits de prisonniers. Donc, il y a une écriture assez noire, assez profonde. Je pense que c'est ça. La littérature russe. Voilà. J'aime beaucoup Dostoïevski, effectivement. J'aime beaucoup. Mais je suis pas. Je n'ai aucune expérience en écriture aussi. Hein. C'est mon premier roman. Réussi. Hein? Réussi. Ouais. Possible. Ah ouais. La remarque Tahouya, on me l'a déjà fait. C'est le premier roman. Hein. C'est le premier roman. Poète d'abord. Non, il y a. C'est mon premier roman. Ouais. Ça me fait penser. Ouais, une question. Hein. Voilà. Ça y est Naïmi الا بغيتي تسقسي دروك اللي كاين هادو كيما راكم انا ما قريتهاش ملي يقول لك كاين اشخاص يعني قباح مع مثلا ارهابيين وكاين واحد عسكري يعني في كل واحد كاين المليح وكاين القبيح. هذا السؤال تسمى كاع كيف يعني الارهابي اللي يبغي يقتل الناس والعسكري اللي يبغي يسلك الناس ولا محسوب واحد يبغي الخير للناس والواحد يبغي الشر يديرهم كيف نظن لا. انا نخمم في حاجه نخمم في الشنوا عندهم الطاو مش عارف لا تعرفوا طاو دونك الطاو كاين جهه كتريتها كحل وغير شويه فيها ابيض والاخرى كتريتها ابيض وغير شويه كحل. الو اللي خايف خاطر في السبعينات في اوروبا في الامريكان ولاو يخرجوا واحد الافلام كيما واحد تاع كافاني وين حكايه تاع واحد كان في الكونت كونسونطراسيون يعني يقتل في الناس يقتل في اليهود والشيوعيين وكذا وكذا وكذا. الا من بعد الحرب ولا يخدم في ان اوتيل وتجي وحده يهوديه مرفحه وكذا وشابه كانت في الكونت كونسونطراسيون كانت فيكتيم. ايوا بيناتهم يتحابوا والفيلم في نهايه الفيلم الناس يعني الناس نورمال يعني العاديين يقول لك اوفون النازيزم كان فيه مليح وماشي مليح والكومونيزم كان فيهم ماشي مليح عرفت تما الناس يتخلطوا. هذه صعيبه بزاف. لازم في عقلي انايا Il faut responsabiliser. في عقلي انا كاين الناس ملاح وكاين الناس قباح. المليح كاين شويه ماشي مليح ولكن المليح اغلبيته مليح والشين اغلبيته الشين. راني خايف كون نبداو نخلطوا كيما هكا تولي يخرجوا الناس. دونك هذه هي علاش ما قريتش الكتاب مانيش فاهم في هذا Il n'y a pas de militaire. لا ماشي ميليتير يعني Il y a deux personnages. هو خليه يكلاريفي. Il y a deux personnages. Il y en a un qui va devenir terroriste et il y en a un qui est trabendiste. Le trabendiste du coin, bon, il a eu une enfance particulière puisqu'il a assisté à l'adultère de sa mère, d'accord. Il est devenu copain avec Hadal qui est un terroriste qui tuait les policiers. تلاقاو في الحبس داروا الحبس في رحبة وخرجوا واحد ولا لخدمته نورمال
والاخر esprit de vengeance ولا قرايته. C'est-à-dire celui qui a fait, il a écopé, il a payé pour ses crimes. Non, il n'a pas لا écopé. هذاك شكون؟ le terroriste, c'est-à-dire دخل في الحبس, دخل الحبس. il a payé. ما دخلش الحبس pour les crimes. Hmm. دخل الحبس parce que il était embrigadé par les islamistes. Il partait assister aux conférences, etc. Mais le vidéo هذوك في 90 92 كتبوا ضياف, ils les ont ramassés وداهم في الكامب تاع الصحراء. هو il s'est retrouvé en prison, il a écopé de 2 ans parce que là, son beau-père était à la pistonné. هذه هي l'histoire. L'acte de terrorisme a eu lieu après sa sortie de prison. Les mauvais, c'est les personnages secondaires. Bon et On mauvais. les trouve dans les deux. Ah, voilà. Les bons et les mauvais. Parce que je m'attendais à ce qu'on me dise tu as fait le procès de la justice. Je dis ah non, je fais pas le procès de la justice. Parmi les juges, il y a des bons juges et il y a des mauvais juges. J'ai dit les magistrats véreux. Il y a des magistrats. Le juge d'instruction de l'adultère, hein, le magistrat qui a divorcé son père, il se retrouve magistrat pour exécuter les peines. Mais c'est un bon magistrat. Il n'a jamais. Les policiers, il y a des policiers véreux, il y a un commissaire qui est correct, qui fait son travail normal. Il y a des malades mentaux. Il y a ceux qui se C'est tout. C'est ça. Allez, moi je raconte la vie, je raconte pas, je n'invente pas. Est-ce qu'il y avait une intention derrière le... Mon intention était de prouver qu'on n'est pas terroriste. C'est un concours de circonstances. Il y a des concours de circonstances qui amènent à ce que le gars devienne terroriste. Et c'est le cas de figure. On a vécu cette période. On l'a bien vécu. On a eu, dans une même famille, il y avait le frère qui était frère musulman. L'autre, il est khadem policier. Dans une même famille. Excusez-moi. Est-ce que l'intention elle est écrite dans le roman? Ou c'est... Parce que moi, je fais référence en fait à Roland Barthes, la mort de l'auteur. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce roman? Automatiquement, le lecteur va se retrouver. Je ne me prétends pas de montrer. Je veux être un romancier qui photographie la société dans laquelle il a vécu. Pas plus. Maintenant, aux personnes qui me lisent, interprètent, voient la chose. Peut-être que quand on me parle de pardon, moi je dis oui, effectivement, le pardon est une forme pour vivre mieux. C'est tout. Je donne l'exemple. Effectivement, quand j'ai pardonné, je me suis senti libéré. Je me suis senti libéré. C'est plus moi qui juge. C'est terminé. Une autre question. Oui. Alors, pour renforcer notre narratif, est-ce que vous avez eu recours à Michel Foucault, surveiller et punir? Pas du tout. Peut-être, j'ai lu du Michel Foucault quand j'étais à l'université. Est-ce qu'il y a eu un retour inconscient? Vous savez, alors là, tu me poses une question. Écrire un roman en prison et écrire un roman chez soi, c'est pas pareil. Bien sûr. Parce que chez soi, on a toujours la possibilité, surtout maintenant avec Internet, on a la possibilité d'aller faire des faire des recherches, qui a dit quoi, etc., etc. Et on prend ce qu'il y a qui nous paraît le plus correct. En prison, non, j'écris en fonction de l'inspiration. Et... Vous aviez même la contrainte du papier. Mais par rapport du papier, oui. Par rapport à ça, c'est que pour revenir à la dimension même subjective, dimension subjective au sein du milieu carcéral. Est-ce que les gens renouent avec cette subjectivité de conflit ou bien ils restent toujours... Il y a une chose dans le milieu carcéral, c'est que bon, j'avais une oreille attentive. Il y avait de l'écoute. Donc j'ai eu pas mal d'histoires. Soliloque en muret, c'est mon premier ouvrage édité. Il y a pratiquement des textes de poésie. Je mettais en poésie une histoire d'un détenu. Et c'est sur demande de Habib Ammar qui m'avait demandé écris-nous comment tu arrivais à écrire ce texte de poésie. Là, je suis obligé de raconter l'histoire du détenu. Mais j'ai tellement d'histoires de détenus que je pourrais encore écrire des nouvelles. N'est-ce pas? Il y en a plein. Là, quand tu écris un roman,
tu es obligé de prendre ce que tu as sur le terrain. Et comme un roman, c'est quand même une construction d'une histoire, au départ, je voulais juste démarrer avec cette histoire d'adultère, et après je verrai comment je m'en sortirai. Le début est plat, je sais qu'il est plat, mais je donne des éléments d'information dans le début qui vont me servir par la suite. Ça paraît plat, effectivement, parce que je n'ai pas l'esprit libre, la possibilité de... Je pense que je ne voulais pas réécrire mon roman. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai gardé. À chaque fois que j'écrivais un texte, le lendemain, je laissais au frais. Le lendemain, je me relis, je changeais ce mot-là, c'est pas ça. Après, je me dis, non, sur le moment, tu avais pensé à ce mot-là, tu laisses ce mot-là. Oui, pourquoi tu le changes? C'est vrai. Il y a un peu de ça. Le roman, quand je l'avais écrit en 98, j'avais écrit le roman. Je suis sorti en 99. Pourquoi vous avez attendu tout ce moment-là pour le publier? Voilà. J'avais cette question en tête. 98-2024. Ouais. Pourquoi? Je l'avais fait lire par quelqu'un qui aime beaucoup lire. Il m'avait fait la même remarque. Et c'est plat. ومن بعد تلاقيت بحبيب عمار. Je l'avais donné à Habib Ammar. Habib Ammar est magnifique. Il faut en faire un film. Ça, c'est bon comme scénario. Il est filmable, ouais. Scénario. Qui c'est qui peut me traduire le roman en scénario? Il faut un scénario. Il faut quelqu'un qui a l'habitude. Je peux pas. Il est bon. Écoute, corrige. Fais-moi les corrections. On va le faire. Il avait fait les corrections. Il a dit attends. J'ai terminé ma correction. Je le donnais à une amie qui va le lire et une Française qui va également faire une correction. Ça n'avait pas de problème, on a le temps. Entre-temps, j'écrivais. Entre-temps, j'ai sorti sur les Locaux Murés, mes éclats algériens, Enfants du monde ou la clé. Donc, c'est beau, qui se corrige. La personne, la Française décède. Elle décède, il va voir son mari, elle lui dit voilà, je lui avais donné un truc à corriger. Elle lui dit écoute, viens, je te montre son endroit, là où elle travaillait. Kelly, c'est un cafarnaum. Impossible de retrouver le roman. Écoute, bon, ça, laisse tomber. On va faire un autre tirage. Regarde ça là. Attends, je sors celui-là. Attends, je sors, on l'écrit et tout. Attends, je sors dialogue de ça a pris. Ça a pris tout ce temps. Attends, d'un moment que écoute, je suis obligé de sortir ce roman. Qu'est-ce que tu attends? Toi, corrige-le, dis-lui la correction. Il m'avait fait la correction. C'est comme ça. Et je voulais pas, parce que tous les ouvrages sont édités en France. Sauf. J'avais trouvé une boîte d'édition à Batna. C'est à Batna. Il y a pas de problème, on le sort. Et il est sorti. Maintenant, oui. Donc, Librairie Rebelle que j'ai terminé, moi, je me connais dans les films. Il m'a été plus facile d'écrire Librairie Rebelle. Parce que je l'avais dans ma tête. Je voulais écrire, quand je l'avais annoncé, fait dialogue de sourds, je vous avais dit, une idée de roman. Même celui-là. Bon, je l'avais. Mais, même Arc-en-Ciel Méditerranée, bon, vous avez parlé du tableau. Mais une idée de roman qui est un texte dans Dialogue de sourds, où je dis quelqu'un qui manque d'inspiration et qui aimerait bien écrire un roman ou une nouvelle, mais comme il avait écrit en prison mais qu'il n'a pas eu de succès, donc je n'avais pas sorti encore l'homme du pardon, il n'a pas de succès, rentrez en prison et écrivez ce roman. Et c'est l'idée que ça m'a été donné. J'ai écrit Librairie Rebelle, mais je suis plus à l'aise en écrivant Librairie Rebelle parce qu'il y a des textes et je casse un tabou, je casse le tabou de l'inceste qui existe en Algérie, c'est quelque chose de monstrueux. Je parle de l'inceste dans Librairie Rebelle. Oui, moi je pense que ce qu'il y a d'important dans ce livre, le terrorisme, pour moi c'est un prétexte. Voilà. C'est surtout le parcours de deux jeunes qui partent dans la vie avec des handicaps.
Oui. avec des handicaps dans la Des vie, casseroles. Ouais. et qui sont pris dans des mouvances, dans des événements qui les dépassent. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas, cette période n'avait pas coïncidé avec le terrorisme, là, ils n'auraient pas été, ils auraient eu une autre vie, quoi. Exact. Et ce qui est intéressant, je trouve très très intéressant, c'est que vous avez abordé des thèmes qui sont vraiment très tabous, qu'on ne voit pas dans les romans algériens. C'est-à-dire, depuis la répudiation de Boujdra, il n'y a pas dans l'écriture, dans le roman algérien, cette audace de parler de choses qui dérangent, qui nous tritouillent, dont on n'aime pas parler et tout ça. Et là, c'est ça qui est important. Vous avez osé en parler, du viol, C'est bon. Et ce que je voulais dire, la torture, ouais. parce que la torture, il y a eu le livre sur la torture à l'époque de Anwar Belmelek et tout ça. Il y a eu, en 88, Je l'ai pas lu. Si, il y a eu un livre. Je l'ai pas lu. Non, mais je veux dire, non, on en a parlé. C'est ce que je veux dire. Ça. Après 88, on en a parlé. Parce qu'il y avait un dossier. Mais ça reste, ouais. on n'en parle pas. On en parle. Non, ce qui est intéressant, par exemple, il n'y a pas un jugement, c'est-à-dire on ne penche pas sur le personnage, on lui trouve, c'est-à-dire votre regard, je le trouve parfois chez Maureen et puis il passe chez Saïd. Je te devine entre les deux. C'est-à-dire quand je lis, il y a un troisième personnage dont on parle rarement. Ouais. D'accord. Yallah. Non, et quand on lit un roman, par exemple, je reviens toujours à un écrivain que j'adore, c'est Jean Genet. Quand on lit le Journal du voleur ou le Miracle de la rose, Jean Genet, il a cette capacité à parler d'agression, de vol et tout ça, mais on a sa sympathie. C'est-à-dire que avec sa langue, c'est-à-dire. Parce qu'il a vécu ça en fait. Oui, il a vécu ça. Ouais. Non, mais ça veut dire la prouesse qu'il a. C'est-à-dire que quand on lit, on a de l'empathie pour lui. C'est-à-dire même quand il parle, quand on agresse une vieille femme et tout ça, on lui parle. Mais sa façon son style, son écriture, tu vois un peu, on développe de la fiction pour lui, on a de l'empathie pour lui, c'est extraordinaire ça, mais je veux dire, il cherchait ça en fait. Oui, il cherchait ça, c'est-à-dire c'est un délinquant, il commet des vols, des agressions et tout ça, et il nous fait aimer ce monde. Il a cette capacité de nous faire aimer. C'est le génie. Ouais, c'est le génie. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire on n'adhère pas finalement à ce qu'il fait. Parce que même lui, dans sa vie après, c'était un homme qui a lutté pour les droits des Blacks, des Palestiniens, c'est un homme engagé et tout ça. Mais c'est-à-dire la fiction et la littérature nous permet de sortir de construire un monde, de ne pas, tu comprends, c'est-à-dire on peut tout se permettre de faire la littérature, tout ça, sans pour autant qu'on soit vraiment d'accord avec ce que c'est. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans la littérature. Vous avez quelque chose à dire, ouais? Est-ce que c'est intéressant de savoir l'auteur quand j'alterne entre Noreen et Saïd? En quoi ça peut intéresser un lecteur pour essayer de retrouver l'auteur dans Saïd? Je suis un petit peu dans Saïd, je suis un petit peu dans Noreen, c'est sûr. Jamais été terroriste, bien sûr. Mais il y a des histoires vraies de Noreen que j'ai entendues, qu'on m'a racontées. Et il y a l'histoire vraie de Saïd, que je connais, qu'on m'a racontée. Mais en matière de sentiments, en matière de... Je parle beaucoup de la jeunesse aussi. Hein. Oui. Tous mes ouvrages traitent de la jeunesse algérienne. Parce que
La prison est pleine de jeunes, hein. C'est 80% de moins de 30 ans. Un pays jeune, hein. un pays Moins jeune. de 30 ans. Hein. Les vieux, c'est généralement nafaqa, les ou quelques crimes. Mais le reste. Ma khalsouhach pour la jeunesse. Ma khalsouhach pour la jeunesse aussi. D'ailleurs, c'est les gens qui sont les plus rejetés en prison. Hein. Les gens qui ne payent pas le nafaqa, qui ne payent pas les avocats. Ah oui. Et dès qu'ils rentrent, non, nafaqa, قدام les toilettes. Yeah. Ah oui, on apprend les gens n'aiment pas les gens de nafaqa. كما يقولوا واش حصلوا فيك. On ne dit pas واش درت. واش حصلوا فيك. C'est drôle là. Ouais. Ça veut Parce que حصلوا فيا. Ouais. Oui, alors oui. Pardon, moi j'ai pas lu le livre, j'aurais vraiment aimé le lire. Tu vas le lire après. Ouais, mais il y a une question qui me trotte un petit peu dans ma tête. Vous l'avez écrit en 1998, c'est ça? 98. Je me trompe. Alors, quand vous l'intitulez L'aube du pardon, est-ce que ce titre, vous l'avez choisi au début ou bien après vous l'avez... Ah, non, pardon, par rapport à quoi je dis ça? Parce que vous étiez toujours en prison, la douleur est là, la souffrance est là. Est-ce qu'on pardonne tout de suite ou bien plus tard? Attendez, il y a un double... Il y a le pardon de l'auteur vis-à-vis de ce qui lui est arrivé, oui. Hein, et il y a le pardon du personnage. Est-ce qu'il serait d'accord de pardonner aussi le personnage, à un moment donné, il prépare, j'ai déjà dit, il fait sa thérapie. Il prépare le grand djihad. Et il fait sa thérapie. L'auteur, oui, l'auteur a pardonné par la suite, en sortant. Ben, bien sûr, j'ai été acquitté. Et ça se voit, non? Ouais. Il est dans l'écriture. Moi, j'ai pas lu le livre. Là. Non, l'auteur qui pardonne. Oui. J'ai été acquitté en 2000, définitivement. Je parle du choix du titre. Le choix du titre, c'est La nuit du pardon. C'est devenu L'aube du pardon que les dernières années. Parce que j'avais trouvé que quelqu'un avait utilisé ce titre-là. D'accord. Je ne voulais pas avoir de problème. Mais entre nuit et aube, quand même. Tout le monde a préféré l'aube. Ouais. Oui, Nasser. En fait, monsieur, quand vous parlez du personnage et de l'auteur, vous essayez de dissocier. Est-ce que le personnage était libre dans ses choix, où il y avait une autorité de l'auteur sur le personnage? Écoutez, moi je dis toujours que les écrivains sont des petits... prestidigitateurs. Non, même pas. C'est des gens qui se prennent pour Dieu. Et ils donnent la mort, ils donnent la vie. Ils décident. Mais Galoli ne le tue pas, je ne l'ai pas tué. Enfin, je raconte un peu l'histoire, mais je ne l'ai pas tué, le gars. Vous pouvez le tuer. Hein? Il n'a pas parlé, le personnage? Le personnage? Oui. À un moment donné, le personnage, j'en fais ce que je veux. Ça veut dire qu'il y a une... Je fais ce que je veux, le personnage. C'est dommage pour le personnage. Il n'est pas libre finalement. Mais... Le personnage n'est pas libre, c'est l'auteur qui est libre. Oui, mais Khatat, il y a une crédibilité sociologique, psychologique qui t'impose une orientation et pas une autre. Ah, si vous me dites que maintenant mon histoire à moi a influencé l'écriture, ah ben oui, bien sûr, je suis pas né comme ça. Hein. La censure par rapport à ce que vous racontez, par rapport à... Je ne me suis pas autocensuré. Ouais. Là, je ne suis pas autocensuré parce que là, quand je tombe sur les magistrats, sur le juge d'instruction, il en a vu. Hein, je raconte la vérité. Je raconte la vérité. C'est le personnage de Narjas, moi. Hein? Est-ce que vous considérez que le personnage de Nasser, s'il vous plaît, est-ce que vous considérez que le personnage de Narjas ici est crédible? Dans la réalité, hein? Parce que dans le roman, ça passe. Mais dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle on va pas tout dire, hein? Non, elle a en face d'elle quelqu'un de cultivé. Oui, mais elle passe. Elle a en face d'elle quelqu'un de cultivé. Hein? Puisque sa copine lui demande de essayer de rassurer Narjas sur ce qu'elle vient de perdre
puisqu'elle vient de perdre son fiancé. Hein? Rassure-la. Elle lui a répondu que moi, tout ce qui peut me c'est de lire le Coran. Moi, je lis le Coran et j'aime bien qu'il y ait une musique de Mozart. Sur musique de Mozart. Vous avez le truc entre lecture du Coran, ça paraît, ça heurte les islamistes, hein, quand vous dites ça. On m'a dit, qu'est-ce qui vous heurte, l'écriture, le Coran ou Mozart? Mozart n'est qu'un écrivain, n'est qu'un musicien qui a reçu un don de Dieu. Ouais, c'est bien. Mais le Coran, c'est le verbe de Dieu. Mais c'est pas vu sous cet angle. Non, 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 non. Narges, son premier fiancé, il a été tué. Oui. Son deuxième fiancé, terroriste, il a été emprisonné. Non. C'est l'autre, c'est Noreen ou quelque chose comme ça. Il n'a pas été emprisonné. Noreen. Enfin, il a disparu. Voilà. Son deuxième. Et le troisième, l'ami de celui qui a disparu, il commence à s'intéresser à elle. C'est-à-dire, Narges, c'est un seul personnage et tous les trois... Non, son ami n'a jamais voulu, n'avait aucune intention sur Narges. Mais il s'intéresse à elle, non? Non, il s'est intéressé à elle, puisque toi, tu es à l'université, tu pourrais être le trait d'union, puisque lui, il avait commencé le roman. Moi, je suis en train de rajouter à ma façon. Parce que je suis pas un intellectuel. Trabendis n'est pas intellectuel. Et il avait écrit à sa façon ce qu'il ressentait. Et il le donnait à Narges, qui, elle, devait reprendre le travail de Noreen. Oui, notre... Moi, je voulais, madame n'est pas là, j'aurais aimé lui poser une question. C'est-à-dire quand vous étiez incarcéré, je crois que cette résilience n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas ce côté affectueux, familial, qui vous tenait, qui vous enveloppait. Bien sûr. Elle n'était pas seulement Wara, elle vous enveloppait. Il y avait les gamins aussi. Il y avait les gamins. J'aurais aimé qu'elle soit ici. Bon, elle parle pas beaucoup. Adel, l'aîné, il avait 6 ans. 6 ans. Et puis Faiz, il avait 1 an. Je l'avais laissé à 1 an. Donc, pendant 3 ans, effectivement. Adel refusait de venir me voir en prison au bout de 3-4 mois. Je le rencontrais à l'occasion. Le juge d'instruction, la semaine prochaine, le tribunal, je le vois au tribunal. Il ne voulait pas voir son il n'a jamais... Faiz, différent. Faiz était encore bébé. Il avait 1 an. Donc, quand il dit les copains, il y avait des amis qui venaient, qui amenaient ma femme avec en voiture. Donc, quand il dit Bouli Faiz, tout bébé, elle était bébé. Mais effectivement, elle a souffert parce qu'elle avait quand même 2 garçons à charge. Elle travaillait en plus, elle était enseignante. Bon, l'école est juste en face de la maison. Donc, c'était demi-truc. Mais elle avait trouvé beaucoup de réconfort de sa famille. De sa famille à elle. Oui. Ça aide. Ça aide beaucoup. Oui, une autre question. Sinon, on passe à la dédicace. Oui. Une petite question. J'ai constaté que les noms sont écrits en lettres capitales. Oui. Et ça m'a gêné un peu. Ouais, on me l'a fait cette remarque aussi. Au début, je pensais que les prénoms, on les écrivait en majuscules. Et dans la précipitation, je n'ai pas corrigé ça. Effectivement. Moi, je pensais que c'était intentionnel. Non, rien d'intention. Par contre, je voulais, à propos de ma femme, elle a lu le roman, elle était la première à lire une fois que je l'ai tapé. Elle en a voulu elle dit finalement, c'est un salopard, celui qui a fait. Elle avait pensé aux policiers qu'on avait tués, qui habitaient pas loin de chez nous. Et comme dans la description, j'ai pris la description de l'assassinat de ce policier, qui était un voisin.
Et ce policier, dans le texte, il avait torturé Saïd. Oh, c'est un salopard, on a tué ça. Ça m'a facilité la tâche. Alors, par contre, je lui ai posé des questions. Là, où est-ce que tu as. Là, quand tu vas le lire, il y a des moments où il y a des passages qui sont tristes, durs. Dis-moi qui sont ces passages. J'aimerais bien savoir les passages. Et c'est les passages où moi, quand j'écrivais, j'avais la larme à l'œil. Ça, c'est bon. Ouais, il y a des passages très durs. Là, je me suis dit, donc, si elle reprend senti, le même truc, donc ça veut dire que j'ai bien traduit. Chaque fois, c'est elle qui lit. Et c'est ça. Et ça permet la résilience, cette tendresse, ça, la famille. Ah ouais, bien sûr. C'est très important. C'est très important. Ah, c'est un, je peux le dire, moi, là, je peux le dire. C'est un texte où la résilience est flagrante. D'ailleurs, avec Lilia, il faudrait un jour qu'on fasse une conférence sur la résilience. Parce qu'il y a des gens, des fois, on peut guérir avec les mots. Je le dis, on peut guérir avec des mots. Mais le livre, le roman, ou l'écriture d'une manière générale, permet à l'autre, au lecteur, de saisir une expérience de vie. Et l'expérience de vie, on a tous ceux qui aiment lire, en plus de la culture, gagnent en expérience. Chaque fois, vous citez des auteurs avec leur façon d'écrire, leur mode de vie réel. Donc, c'est une expérience de vie qu'on a à travers une écriture. Quand j'ai écrit Le Libraire rebelle, je l'ai remis à un journaliste. Le journaliste est tombé dans le panneau. Pourtant, c'est un écrivain aussi. Et je commence par mettre le personnage en prison. Et je lui trouve une astuce sur un décret, sur l'information. À partir d'un article, d'un décret, je le fous en prison. Et légalement, c'est crédible. Il m'appelle au téléphone, derrière la fin du roman. Il m'appelle au téléphone, il dit, mais tu es rentré en prison pour ça? Non, pas du tout. C'est juste, tellement crédible. Tu donnes tellement de détails sur l'article de truc. Je fais parler l'avocat, je fais parler le truc. C'est quand c'est réussi. Voilà. Ça met. Il est vraiment tombé dans le panneau. En fait, écoute, quand tu lis, tu termines, s'il te plaît, si vraiment le texte te plaît, fais-moi la préface. Il me fait une préface. Et dans la préface, j'ai pas osé lui dire. Dans la préface, il considère que le personnage du roman, c'est moi. Zahra, s'il te plaît. Donc, je me suis dit, pardon. Vous avez réussi, je crois. Voilà. Ouais, Souad. Zahra, s'il te Je voulais plaît. prendre la parole. Zahra, juste pas une information مش عارف هذا نورين لا Saïd. à la fin quand هو il prend sa défense et il fait le procès t'as le gars La justice. est-ce que c'est possible يعطي واحد الوقت هكا كيهضر كحكا كاينه هذه Oui et non. C'est-à-dire, je dis que ça se passe le magistrat, sachant que l'affaire est banale, le gars va être condamné à mort. Brett Tardal, je te laisse parler. Puis il est tombé sur un magistrat compréhensif. Il a compris que le gars veut se révolter devant l'assistance. T'as envie de parler, parle. D'écrire ce que tu as envie de décrire. Mais il reçoit une baffe à la fin. Le magistrat reçoit une baffe. Parce que la justice, rien que des faits, que les faits. Au niveau de... C'est faux. C'est faux. J'ai été condamné à 3 ans de prison ferme, alors que sur des faits économiques, sur des documents de PV, procès-verbaux, de rapports, d'expertise, tout ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir un stylo et une feuille de papier. Alors que vous allez être... et surtout de vous exprimer Et vous allez devant un juge, l'avocat est là, oui, on lui confirme. Vous allez devant un juge,
vous n'avez absolument rien devant vous. C'est-à-dire, vous allez travailler, vous allez répondre de mémoire. Alors, un mec qui nous dit, tu ne relis pas, tu ne revois pas tes documents. Parce que l'avocat, il dit, les documents, en plus, tout est en arabe. On ne comprend pas très bien, parce que les arabophones, enfin, les francophones, quand on voit quelque chose en arabe, c'est terminologie. Terminologie. Il y a un seul livre que je lis en arabe, c'est le Coran. C'est tout. C'est le seul livre. Plusieurs, c'est la terminologie, c'est les techniques. Déjà en français, les magistrats, les juristes en Europe ont compliqué la langue française de manière à ce que les gueux du peuple ne comprennent rien. On a fait la même chose en arabe. Alors, si vous relisez les PV de la justice, que ce soit les jugements, les rapports, les machins, c'est trop technique. Trop technique. Ouais. On n'arrive pas à décortiquer le. Oui. Oui, cher ami. Oui. Je n'ai pas lu ce roman. Tu m'as proposé le roman de Solilo Camuré. Solilo Camuré. Oui. J'ai lu toutes les histoires que tu as écrites, mais je te demande en conclusion, comme ministre de la Justice, si tu es nommé ministre de la Justice. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire. Je voulais savoir qu'est-ce que tu peux faire. Ouais. Tu peux changer. Alors, cette question. Ne vous prenez pas pour un ministre. Non. Ne t'inquiétez pas. De quelqu'un qui a été incarcéré. Parce que je n'ai jamais imaginé, depuis l'incarcération, toi, tu as vécu ce moment-là. On ne peut pas l'imaginer. Vivre. Première des choses, la détention préventive doit être administrée par une commission et plus par une personne. Ça ne sert à rien de mettre les gens en détention préventive. Ça ne sert à rien de mettre des jeunes qui ne sont pas rentrés, qui n'ont jamais vu la prison, pour un mois. Un jeune, j'ai vécu ça, un jeune de 18 ans, un mois de prison parce qu'il n'avait pas d'assurance par sa pater. Vous savez, la loi, même l'ancienne loi de l'époque d'Akom, l'article 123 du Code civil, l'emprisonnement préventif est une exception. Oui. Mais on aura la règle. Avec les magistrats. Moi, je n'ai pas compris, ils n'appliquent pas la loi. Et pourquoi? C'est le contraire. Mais je vais vous dire. Comme ça. Je vais vous plus. Je l'ai écrit. J'ai écrit que vous, l'avocat, vous êtes avocat, vous étiez magistrat. Avant d'être avocat, vous étiez magistrat. Vous n'appliquez pas la loi. Hein? Toi, procureur de la République, actuellement, il y a des personnes qui sont torturées au niveau des commissariats, vous ne faites rien du tout. Comment Boualem Sansal a été appelé? Vous êtes enregistré? Oui, Charami. Boualem Sansal a été appelé, interpellé à l'aéroport et on sait qu'il est incarcéré le mercredi. D'accord, c'est bon. C'est bon. Oui, il y a une question. Je termine. C'est-à-dire que la loi n'est pas appliquée. S'il vous plaît, ne politisez pas parce qu'on n'a pas envie de... Oui, cher ami. السلام عليكم. دخلت الحبس عندك الاكسبيريونس الناس اللي دخلوا الحبس. انا دائما نسقسي الناس ونسقسي كل واحد نقول له هذولا اللي يغشوا في البنك مين دخلوهم الحبس؟ انت رايك يعني هل هذا c'est-à-dire باش ديروهم مع زعما يدخلوهم مع هو قالها j'en parle dans mon bouquin. يقولوا انا مشيت عاد يغشوا في البنك. Pardon. Je reviens juste sans politiser. En tant que ministre de la Justice, appliquer la loi. Mais nos magistrats, il faut les former aussi. D'abord. Si on ne forme pas nos magistrats, s'il n'y a pas quelqu'un, un ministre de la Justice qui tape sur la table, qui dit appliquer la loi, il y a trop, les prisons sont pleines. Les prisons sont pleines. Avec des jeunes, pour un oui, pour un non.
Arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que ça coûte de mettre quelqu'un qui a avec un morceau tarkif? Ah, c'est interdit, je le sais, c'est interdit, c'est pas bon pour sa santé. Allez, liberté provisoire, il dit, tu lui donnes du sursis. Déjà, sursis, c'est une épée de Damoclès sur sa tête. En France, moi, je suis beaucoup les émissions en France sur CNews, même la chaîne CNews qui est la plus extrême. C'est pour comprendre. Je veux comprendre. Comment vous condamnez des gens et la sanction ne vient que 2 ans ou 3 ans après parce que les prisons sont pleines. Donne-lui 8 jours. Donne-lui une prison de 8 jours qui sort. Il a fait depuis les 8 jours. Il a senti déjà avec le confinement pendant 8 jours. Ça suffit. Les travaux d'intérêt général. Par exemple, il y a un ministre de la Justice algérien qui a proposé le bracelet. Vraiment les bracelets. Il y a eu des affaires avec. Ce roman nous a ouvert des portes. Voilà. Le débat est très riche, mais je crois qu'il faut arrêter là. Si vous avez quelque chose à... Moi, j'avais pas pensé à être ministre de la Justice. J'ai pensé à être ministre de la Culture, oui. Non, mais wallah, une chose. Là. J'avais à un moment donné vouloir écrire un texte de journal pour un journal. Alors, si oui. j'étais directeur de la culture de la wilaya de Mostaganem, qu'est-ce que je ferais? C'est vrai, la culture manque à Mostaganem. Oui. Moi, je suis jaloux quand je viens à Oran. Ça bouge à Oran, ça bouge. Et c'est intéressant. Pourquoi à Mostaganem? Mostaganem, j'ai recensé 12 salles de spectacle. Nash. À Mostaganem, centre-ville. Dans la ville de Mostaganem, mais dans la banlieue. Monsieur 12 salles de spectacle avec 2 salles de cinéma, avec du matériel ultra moderne. Monsieur le ministre de la Culture, essayez de boucler cette rencontre. Parlez-nous de vos projets. Ouais, projet. Voilà. Bon, vous en avez déjà parlé à un moment donné. Après l'Aube du Pardon, donc j'ai 3 pièces de théâtre qui sont écrites. J'aimerais bien que quelqu'un les reprenne. J'aimerais bien que des associations de En jeunes... français ou... Non, Dercha. Voilà, en algérien. Ouais. En algérien. Voilà. Le Rire jaune, qui se passe essentiellement en prison. Mhm. Et ce ne sont que des jeunes qui parlent de leurs conditions de vie. Les fous de Google. Mhm. Ça, c'est avec Internet. Dire, Donc, c'est encore des jeunes qui habitent la même rue. Et le troisième, c'est l'Algérie, c'est nous. C'est des lycéens. C'est des lycéens qui sortent toujours d'un cours de philo. Après la sortie du cours de philo, ils se rencontrent à l'extérieur, mixtes. Ils se rencontrent à l'extérieur et ils racontent leur vie. Chacun a sa vie. Donc j'aborde ça, c'est côté théâtre. Côté roman, donc je suis sur une écriture de tranche de vie. Je veux raconter de 62 à nos jours les valeurs qu'avaient nos grands-mères, nos mères, nos grandes sœurs, nos tantes de l'époque, en 62. Comment on vivait la colonisation, comment on a vécu l'indépendance. Donc le premier texte, c'est comment moi j'ai vécu l'indépendance à l'âge de 10 ans. C'est pour bientôt? Tranche de vie, je l'écris quand Libre et Rebelle sortira, Tranche de vie sera terminée. D'accord. Et actuellement, notre projet qu'on voudrait écrire, c'est un ami qui a eu un AVC. Et c'est quelqu'un qui il est plus ami avec Habib Ammar. Il avait écrit un certain nombre de poèmes qu'il nous avait refilés. Et Habib Ammar m'a demandé, je veux lui faire la surprise d'éditer un recueil où on raconte des histoires vraies sur son copain, puisqu'on était au lycée ensemble. On veut raconter ces histoires en intégrant ses romans. Ses poèmes à lui, corrigés bien entendu par Habib Ammar et moi.
Voilà sur quoi je travaille actuellement. Ouais. Est-ce que vous avez en tête une petite poésie de vous? Comme ça, on ferme la rencontre. Voilà, il y a un truc que Parce que je vous considère, je crois, plutôt comme poète. Alors que je ne me suis jamais pris pour un poète. Laissez-les jouer. Bon, je vais lire un texte. Il y a une belle poésie dans le voilà, ici. Écoute, comme j'aime bien casser les verres, je suis rebelle. Je suis rebelle à tout ce qui est règles. Règles. Bon, de toute façon, l'écriture, c'est ça aussi. Hein. Ouais. On écrit ce qu'on veut. Hein. Maintenant, vous avez un lectorat ou pas. Pour moi, il suffit que quelqu'un me lise, qui me donne son avis. Je suis content. Je dis ça. J'ai acquis une personne. Là, j'ai plusieurs. Là. Non, vous avez acquis. Alors là, c'est le lien, une rencontre. Quand je m'arrête, ça veut dire je passe à notre verre. Hein. Une rencontre entre les lignes, fortuite. J'ai déversé des mots, tu les as bu. Les âmes se sont tues, nos mots s'écoulèrent au rythme de nos cœurs. Quelles histoires de ta déception primaire à la mienne dernière. Le trait d'union s'est vite tracé. Tu emplis mes yeux. Je loge dans tes pensées. Comme on oublie vite ceux qui nous ont fait du mal. On leur pardonnerait quand Dieu nous gratifie de ces instants d'amour. J'ai compris enfin que le bonheur est en moi. Tu es un plus dans ma vie. Comme je suis celui qui le réveille en toi. Tu relis mes lignes pour te retrouver. Je continue d'écrire pour t'appartenir entre tes mains. Tu effaces tout mon passé, douloureux, et mes mots t'apportent la paix, juste pour te reconstruire un futur, ou tracer un chemin moins crevassé. Tel est notre lien, tel est le serment. Rien à ajouter, il a tout dit dans cette belle poésie. Merci. Merci Jamil Haj Mohamed. Un roman très bien écrit. Et très prochainement, Inch'Allah.